À la pointe de l'info, Radio JM, 90.5 FM. RJM, le journal régional de la matinale. Bonjour à tous, c'est Elsa Charbit, nous sommes le jeudi 8 novembre. Alors chaque premier jeudi du mois, vous retrouverez un journal spécial qui est un journal consacré à l'économie et que Radio JM vous propose en partenariat avec l'UPE 13. Et vous retrouverez à chaque fois un membre du bureau de l'UPE 13. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Chauvin. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un habitué de notre journal régional, mais là c'est une nouvelle formule qu'on vous propose. Nous allons ensemble balayer les sujets économiques et on commence tout d'abord avec un sujet au national. Le gouvernement au grand complet au chevet de la compétitivité. 24 heures après la remise du rapport Gallois, le Premier ministre a solennellement présenté ses mesures pour relancer l'économie. La principale, c'est le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. En clair, un allègement de 20 milliards d'euros de l'impôt sur les sociétés. Ça concernera toutes les entreprises. L'aide sera fonction de leur nombre de salariés, touchant jusqu'à 3 500 euros bruts. Ce crédit d'impôt aura un impact sur toute la chaîne de production en France, dans l'industrie comme dans l'agriculture et dans les services. Et il incitera les grands groupes dont la réussite fait la fierté de la France à créer et maintenir les emplois en France. Alors, compétitivité, réduction d'impôts, alors qu'est-ce que vous pensez, vous, tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez du rapport Gallois tel qu'il a été remis et ce qu'ensuite le gouvernement a proposé, comme on vient d'entendre Jean-Marc Ayrault le faire? Le rapport Gallois, en réalité, Gallois est un industriel, il connaît bien le monde de l'économie et le rapport pose bien la problématique. Au-delà du rapport Gallois, le président de la République, le gouvernement, l'ensemble de la classe politique française, les chefs d'entreprise sont tous d'accord, il y a un vrai problème de compétitivité et essentiellement d'ailleurs un problème de coût du travail. De compétitivité, coût. Bon. Donc le diagnostic est posé et il y a urgence à agir puisque je rappelle pour vos auditeurs que quelque part la compétitivité, en particulier le coût du travail, c'est la création d'emplois, c'est l'emploi, c'est la lutte contre le chômage qui est en jeu et c'est le fait de conserver l'emploi ici. Donc il y a vraiment urgence à agir. Alors sur la réponse du gouvernement et du Premier ministre, c'est une réponse qui prend en considération un état de la situation. Ceci étant, on remet à demain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. C'est trop lent, c'est trop faible. C'est trop lent pourquoi ? Parce qu'on parle de 2014, même si on va commencer, les premiers crédits d'impôt seront versés en 2014. C'est trop faible parce qu'on ramène à 20 milliards là où il faudrait à minima 30, 40 ou 50 milliards pour nous remettre au même niveau que nos partenaires européens. Les Allemands par exemple, et c'est trop complexe parce qu'on parle de crédit d'impôt, il y aura des conditions suivant les éléments. Pourquoi ne fait-on pas simple dans ce pays? Pourquoi on n'a pas appliqué tout simplement ce qu'a proposé le rapport Gallois et ce qui se fait en Allemagne depuis le début des années 2000, c'est-à-dire une diminution du coût du travail avec un financement de la protection sociale, c'est-à-dire de la solidarité nationale, autrement que sur le travail, mais sur un impôt direct ou indirect, CSG ou TVA. C'était peut-être un peu trop rapide pour eux, trop difficile à mettre en place tout de suite. Et puis, on parle bien sûr s'il y avait une application immédiate de ce crédit d'impôt, de faire repartir la compétitivité. On parle aussi peut-être d'une arrivée de la récession. C'est un peu ce qui s'est passé en Grèce, des plans stricts un peu trop rapidement mis en place. Non, moi je crois au contraire que plus on attend, plus on a de risques à ce qu'on soit obligé de faire les choses dans la violence. En Allemagne, ils l'ont fait en 2000. Effectivement, pendant 2-3 ans, il y a pas eu une croissance exceptionnelle, mais par contre, on a remis à plat les fondamentaux de l'économie et on a recréé de l'emploi tout de suite. Et on a recréé, à partir d'un effort que chacun a fait, on a recréé de l'emploi tout de suite et on a recréé une structure industrielle, on a rééquilibré la balance commerciale et donc on a assaini l'économie du pays. Et aujourd'hui, on en tire toujours, 10 ans après, les effets bénéfiques. C'est Gerhard Schröder qui l'a fait, c'est un socialiste, c'est un social-démocrate allemand. Je crois surtout que c'est un problème de courage. Là, on reporte à demain ce qu'on aurait pu faire tout de suite. Effectivement, quand on va faire cette pas en avant, l'augmentation de la TVA, c'est un effort qu'on demande aux Français. Mais c'est un effort qui, s'il est fait d'un coup, un vrai
choc, ce qui était attendu dans le rapport Gallois. Vous pensez que ça serait plutôt la bonne méthode? Si l'effet d'un coup sera un effort très bref, parce que ça va accélérer. Alors que là, en le diluant dans le temps, on n'est pas certain que le résultat soit au rendez-vous. Et quelque part, ça sera moins dolore, mais par contre, ça va être beaucoup plus long, quoi. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de répercussions avant 2017. Donc on n'aura pas les vraies répercussions avant 2015, 2016, 2017. Les Français vont faire un effort à partir de 2014, mais ils n'auront pas la contrepartie, alors que le faire d'un coup brutalement, l'intérêt, là, ça leur permet d'y penser, de s'adapter psychologiquement, d'être prêt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est une vraie prise de conscience du gouvernement. Et ça, c'est important. Alors, c'est une vraie prise de conscience du gouvernement. Je dis simplement, et sans vouloir refaire l'histoire, qu'il y avait déjà eu des propositions qui avaient été faites avant les présidentielles. Elles ont été annulées pour revenir finalement. Il y a des choses qui sont mieux acceptées quand c'est un gouvernement de gauche aussi. C'est pas le débat. La seule chose, c'est que ça a été annulé au mois de juillet pour revenir au mois de novembre avec une solution où on revient à la même chose dans un an. Donc au fond, puisque tout le monde est d'accord et puisqu'il y a une vraie urgence, et que l'urgence c'est la création de l'emploi dans ce pays, c'est sauver les emplois et les créer, il faut y aller. Alors maintenant, on va aborder ensemble un sujet international avant de passer bien sûr à l'économie ici locale. Thank you. Thank you so much. Tonight, more than 200 years after a former colony won the right. Alors vous l'aurez compris, c'est la réélection d'Obama, ça date de 24-48 heures, ça a été une belle victoire. Mais alors vous, comment vous ressentez cette réélection? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'économie mondiale, puisqu'aujourd'hui on va réfléchir aussi à l'échelle mondiale, même si évidemment lui aussi a d'énormes défis économiques, le chômage et la dette. Alors effectivement, les défis économiques sont là aussi aux États-Unis et quelque part ils impactent en partie, en tout cas ce que disent les éditorialistes économiques, ils impactent en partie la croissance mondiale, notamment le problème de la dette, notamment le problème de l'organisation des dépenses publiques pour 2013, pour lequel Barack Obama va devoir trouver des solutions avec les républicains qui ont gagné l'Assemblée, comme on dit là-bas, et pour lesquels il y a des différences. Donc ça, c'est évident. En échange de quoi, c'est aussi un pays qui, aujourd'hui, a les clignotants qui sont en train de passer au vert. C'est un pays qui, même s'il a aujourd'hui 7,5% de taux de chômage, qui est haut historique en termes de chômage, est en train de recréer de l'emploi. C'est un pays qui a restructuré son industrie automobile. C'est un pays qui, à travers un certain nombre de choix stratégiques qui ne sont pas forcément les mêmes que chez nous, et par exemple en matière énergétique, les gaz de schiste. 600 000 emplois créés. 600 000 emplois créés, puis surtout au-delà des emplois créés, c'est surtout la maîtrise du coût de l'énergie pour l'avenir. Ça veut dire à la fois pour les particuliers et pour l'industrie. Ça veut dire pouvoir continuer à produire, à travailler avec un coût énergétique, puisque l'énergie est indispensable, qui est beaucoup moins cher. Donc c'est quelque part investir sur l'avenir, se donner des chances de réussir à l'avenir, alors que refuser ce débat ici pour des raisons idéologiques ou politiques, électoralistes, vertes, c'est obérer une partie du capital de développement de notre pays. Donc il y a des vrais défis. C'est forcément un signal fort, la réélection d'Obama et le travail sur les gaz de schiste. C'est forcément un signal fort parce que il a quand même en matière de santé, par exemple, contribué en matière sociale. Et puis, contrairement à ce que disent beaucoup d'éditorialistes, de politiciens ou autres, je crois quand même que c'est aussi un signal fort en matière de politique étrangère américaine, parce qu'effectivement, même s'il est un petit peu sorti du Moyen-Orient, même s'il a une vision différente, il s'est beaucoup tourné vers l'Asie, vers ce qu'on appelle l'Est et quelque part vers peut-être l'avenir, puisque c'est là qu'il y a le marché, en créant des éléments importants. On en parle ici beaucoup. Donc je pense que c'est une première mandature intéressante. Il va falloir voir dans la deuxième où il y a plus de possibilités d'être réélu, ce qui est très important. Donc, est-ce qu'il est prêt à s'il faire va jusqu'au bout, voilà. Et s'il donne ces réformes indispensables en termes économiques et en termes de vision du monde. Alors, avant de passer, Jean-Luc Chauvin, à des sujets ici plus locaux, juste un mot. On a appris que la CGT avait adoubé un successeur qui sera Thierry Lepan, qui donc prendra ses fonctions en mars. On dit que c'est un homme qui vient à bord du privé, qui est très ouvert au dialogue. C'est quelque chose de rassurant pour la direction de la CGT ? Oui, moi je crois que c'était quelque chose, en tant que partenaires sociaux, c'est quelque chose de très rassurant que dans une des grandes centrales syndicales françaises arrive un homme qui est dit ouvert au dialogue social. On prône toujours le dialogue social et on a besoin de dialogue social. C'est le
socle indispensable. D'ailleurs, je crois que dans le rapport Gallois, ça fait partie des points qui Absolument. sont soulignés et soulignés de façon importante. Vous savez, dans une entreprise, c'est plus comme au 19e siècle, comme on essaie de le faire croire, les patrons d'un côté, les salariés de l'autre, mais c'est ensemble. Quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est ensemble. Et donc, on a besoin d'avoir un vrai dialogue social, un vrai dialogue de progrès. Il faut qu'on soit moderne. Il faut qu'on avance ensemble différemment. Et ce qui manque un petit peu, ou ce qui pouvait manquer un petit peu à la CGT, ça peut être un peu cette modernité, cette ouverture au dialogue. En tout cas, peut-être pas au niveau national, mais au niveau local. Et j'espère que donc l'arrivée de Thierry Lepant pourra se répercuter localement. C'est une culture syndicale différente. Alors, localement, en tout cas, ça oui. laisse prévoir. Localement, oui. Nationalement, on a quand même des bons signes depuis un certain nombre d'années avec Bernard Thibault et des accords qui ont été signés en grand nombre. Donc, espérons qu'on va poursuivre, voire aller encore plus loin dans ce sens-là, puisqu'il en va de l'intérêt de chacun, c'est-à-dire de la création de la richesse et de la répartition de cette richesse, donc de la création d'emplois. Donc, on va voir, il prend ses fonctions en mars, on pourra ensuite bonne chance juger. À lui. Voilà, on lui souhaite bonne chance. Alors, venons ici maintenant plus concrètement à ce qui se passe dans notre région. Le baromètre 13 que vous publiez en partenariat avec la Chambre de commerce, bien évidemment, vient de sortir pour le dernier semestre, donc le 3e semestre 2012. Une consommation en berne, c'est sûr. Des tensions sur les trésoreries, quand même des secteurs en grande difficulté comme le commerce, le négoce et l'habillement. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce baromètre 13 qui redonne quand même un peu d'espoir ? Alors, qui redonne un peu d'espoir. Ça va être difficile. Ça va être difficile tout de suite là. Sur les résultats du 3e trimestre et sur le 4e trimestre, l'économie va pas bien. L'économie va pas bien et notre département n'échappe pas à cette situation. Ceci étant, si je prends une note d'espoir, je vais dire c'est 2013. Pourquoi 2013 ? Parce que le fait qu'on ait gagné Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, va faire en sorte qu'on va être un petit peu sous les feux de la rampe et sous des feux positifs, autrement que ce que l'on a, et va nous amener, y compris pour le commerce et pour le négoce, un certain nombre de touristes et de voyageurs et de personnes ici qui, si on est capable de les accueillir correctement, si on est capable de les servir correctement, vont vouloir consommer ici, et c'est un plus. Donc dans cette période de morosité nationale, européenne et internationale, on a une chance sur ce territoire, c'est cette capitale européenne de la culture, c'est ces 10 millions de touristes attendus, c'est tous ces travaux qu'il y a eu, qui ont été structurants et qui ont permis de passer peut-être plus facilement que d'autres territoires cette crise, et c'est tous les visiteurs qui va y avoir. Donc il faut vraiment en profiter. Il faut être à la hauteur du rendez-vous, et puis il faut surtout profiter de tout ça pour faire en sorte que les gens aient envie de revenir. C'est ça. Pour que ça devienne durable. Il faut que ce soit une vraie dynamique. Absolument. C'est vrai que lorsqu'on regarde les résultats du baromètre 13, le tourisme est quand même un des secteurs qui se porte le mieux. Donc ça veut dire que c'est positif et qu'avec 2013, ça pourrait être encore mieux. Donc ça laisse une bonne perspective. Ça laisse une excellente perspective sur le tourisme, mais gageons que 2013 ne soit pas qu'en matière de tourisme, soit en matière de consommation, de commerce, de proximité, et même au-delà, en matière d'investissement. Que ce territoire qui a un potentiel énorme soit vu sous un autre jour par des investisseurs, en termes d'image, mais soit vu sous un autre jour par des investisseurs qui pourraient venir. Vous savez, hier, je rentrais de Paris et je lisais dans l'avion un article selon lequel on nous expliquait que les studios de James Bond, qui sont dans la banlieue de Londres et qui sont trop serrés, envisagent peut-être de venir ici quand on est dans la shortlist. Tout ça sont des signaux très positifs. 1196 jours de tournage de films à Marseille en 2011. C'est énorme. On est la deuxième ville de France où il y a le plus de films. Tout ça, tous ces points bout à bout, les uns à côté des autres, on le dit jamais. Il faut que nous, Marseillais, on le fasse savoir. Puis c'est Daniel très positif. Craig vient de tourner à Marseille, franchement. Ça sera quelque chose. On va pas se plaindre. Ça, c'est une bonne nouvelle ce matin qui va me redonner, je suis sûre, le sourire, au moins à nos auditrices en tout cas. Alors, on parlait des grands chantiers. Il y en a un qui est énorme, c'est la rénovation du Vieux-Port. Et justement, il y a 48 heures à peine, Eugène Caselli, le président de MPM, proposait une visite de ce qu'on appelle les estacades, c'est-à-dire c'est le lieu où vont être les plaisanciers, sur ces petites baraques de bois qui arrivent maintenant au bord de l'eau, où on a fait disparaître les fameuses barrières pour ouvrir le trottoir aux promeneurs et aux touristes. Alors, cette rénovation du Vieux-Port, quel regard vous portez là-dessus ? Je pense que c'est un bon projet, un projet nécessaire. C'est pas un peu compliqué quand même. C'est bien sûr que c'est compliqué. La circulation va être dans une grande changée, ville, mais bien sûr, mais dans une grande ville, quand on fait des projets de cette envergure-là, c'est obligatoirement compliqué. Ceci étant, ce que je peux dire à vos auditeurs et qui sont probablement dans l'embouteillage ce matin, s'ils sont dans le secteur du Vieux-Port, c'est qu'il faut encore un petit peu patienter, que les travaux sont bientôt finis. Est-ce que vous êtes sûr que ça circulera bien après ? Je suis pas certain. On pourra plus faire le tour complètement en partant des Catalans vers
suis pas certain que ça circulera bien. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, on va retrouver un espace qui est justement pour les touristes, pour les visiteurs et pour les Marseillais. Et pour les Marseillais, sera un lieu où on pourra venir dans de meilleures conditions. Les travaux, espérons-le, seront finis dans les tout premiers jours de 2013. J'ose plus espérer fin 2012. Pour nous, il n'y a qu'un seul élément qui reste encore aujourd'hui à traiter, qui n'est pas traité à la hauteur de ce qu'il devrait, c'est l'indemnisation des commerçants et qui sont autour du Vieux-Port et qui ont énormément souffert, parce qu'ils ont énormément souffert. Ils ont raté la saison d'été, ils ont raté probablement l'automne, ils sont en train ils ont raté le printemps. Il faut qu'on les indemnise de façon à ce qu'ils puissent passer ce cap pour pouvoir ensuite bénéficier d'abord de cette infrastructure renouvelée pour accueillir les gens qui viendront et pour éviter que tout autour de ce nouvel espace public de belle qualité, il y ait que des magasins fermés. Parce qu'économiquement, ils n'auront pas pu gérer. Restaurant, donc là, hôtel, tout voilà, là, je crois que c'est la nouvelle, comment dire, ça pourrait presque être une nouvelle vitrine du Vieux-Port et du centre-ville de Marseille qui démarre de là. Juste derrière, on a accès à tous les commerces qui sont maintenant en centre-ville ouverts le dimanche, rappelons-le. Et donc, je crois que c'est un effort que les Marseillais doivent faire pour moderniser cette ville. Grosso modo, je crois, très sincèrement, depuis la fin du 19e, il n'y a pas eu autant d'investissements lourds qui ont été mis en place sur cette ville. Enfin, on avait été un peu négligé aussi. On a été beaucoup négligé, mais rappelons que pour Marseille-Provence 2013, c'est 650 millions d'euros d'investissement qui ont permis donc, très concrètement, aux bâtiments et aux travaux publics, de pouvoir continuer à garder le même nombre de collaborateurs, d'employés, de pouvoir maintenir le niveau, de pouvoir se développer, voire de pouvoir embaucher, ce qui n'est pas le cas dans d'autres départements. Et puis, franchement, sur 2013, le budget est enfin bouclé de 92 millions d'euros. Les entreprises ont mis 15 millions d'euros dans une période de crise et pour une somme qui n'avait jamais été mobilisée en matière de mécénat dans les Bouches-du-Rhône, alors qu'il y a beaucoup de TPE, de PME. C'est déjà plus de 200 entreprises qui sont participantes. Et aujourd'hui... On ouvre aux petites entreprises. Voilà, et aujourd'hui, on ouvre à peine aux petites entreprises. La première contribution en tant que supporter commence à 1 000 euros, 5 000 et 15 000. Donc, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et c'est très important que les entreprises, même les toutes petites, puissent participer pour que leurs salariés s'approprient le sujet, pour que les visiteurs le comprennent et pour qu'il y ait une mobilisation de tous les Marseillais. 2013, ça sera ce qu'on voudra en faire. Le programme culturel est là. Les fonds sont là, les infrastructures sont là, le restaurant. Maintenant, c'est à nous, Marseillais, de choisir ce qu'on veut faire de 2013. Et je crois que dans la situation actuelle, c'est une chance extraordinaire, donc on n'a pas le choix. Il faut que ça marche bien, et on doit réussir ce challenge, et on a besoin pour ça de nous tous les Marseillais, tous les Provençaux. Donc notez bien le 12 janvier, c'est la grande soirée d'ouverture, il faut tous y être. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin de vous être prêté à cet exercice. Donc on se retrouve le premier jeudi du mois de décembre pour ensemble balayer l'économie, l'actualité économique à l'international, au national, et puis bien évidemment localement. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal ? Avec plaisir. Le Théâtre Gyptis, partenaire de Radio JM, vous accueille pour la saison 2012-2013. Retrouvons l'agenda culturel du jeudi. Alors on va parler musique tout d'abord. Il y a de la musique à l'Institut culturel italien avec Tra Domenico et Domenico. C'est au programme donc musical classique avec Scarlatti et Bazzini. Ce sera à 19h. Vous appelez le 04 91 48 51 94. Si vous voulez rire, il faudra aller jusqu'à Salon de Provence pour retrouver Sophia Aram avec son spectacle Crise de foi. C'est à l'espace Charles Trenet à 20h30. Moi, elle me fait beaucoup rire. Appelez le 04 90 56 91 69 et j'aime bien sa façon de parler de la politique et c'est toujours très amusant. Des projections vous sont proposées à l'Alcazar, la bibliothèque à vocation régionale Les Années Lire d'Alexandra Vergniaud qui sera là et rencontrera ensuite le public à 20h. Donc le rendez-vous 04 91 55 90 00. C'est le numéro de l'Alcazar. L'Atelier des Arts de Sainte-Marguerite propose aux tout petits de 1 à 6 ans un conte musical. Madame Saison fait son automne. Ce sera à 10h ce matin, puis à 15h30 cet après-midi. 04 91 26 09 06. Du côté du Diva-de-l'eau, 4 souris. Là, c'est dès 3 ans à 14h30, mais aussi à 16h30. 04 91 25 94 34. N'oubliez pas ce week-end, il y a une fête du livre... Non, c'est pas ce week-end, je me suis trompée, c'est le week-end prochain, la fête du livre de Toulon. Je me suis trompée de week-end, c'est pas grave, on en reparlera la semaine prochaine. Et puis tout à l'heure, vous parliez de Daniel Craig. Bon, j'ai un peu moins bien, mais il y a Vincent Elbaz qui sera à Marseille, c'est aujourd'hui. Pas mal aussi, Vincent Elbaz. Voilà, il vient présenter plutôt un feuilleton, donc une série télévisée, la première dont le scénario a été fait par Luc Besson.
qui reste quand même toujours un petit peu proche de nous. Ça s'appelle Nos Limites. C'est l'histoire d'un agent de la DGSE qui est malade et à qui on va proposer en échange, s'il veut bien travailler pour eux, un tout nouveau traitement expérimental. Voilà, c'est pas mal, l'idée est pas mauvaise. C'est aux 3 Palmes la Valentine ce soir, et si ça vous intéresse, il déjeune avec toute son équipe au Doc Café. Voilà, pour les fans qui ont envie d'aller le retrouver. Mais écoutez, il fait quand même assez doux aujourd'hui, toujours des températures entre 12 et 18 degrés, donc on peut pas vraiment parler d'automne froid, hein, il fait plutôt doux, on a beaucoup de chance, c'est un véritable été indien. Et puis ça va commencer à se couvrir, je vous avais prévenu, à partir de demain, la pluie arrive. Voilà, pour terminer le journal, écoutez, on fait un petit hymne américain, hein, puisqu'on a parlé des élections d'Obama. Voilà, on s'ouvre à l'international, qui avait été donc interprété lorsque c'était pour sa première victoire par une chanteuse noire qui a une voix absolument formidable. Je sais pas si Steve a retrouvé le nom de la chanteuse, on le cherchait tout à l'heure, on n'a pas retrouvé le nom, c'est pas grave, si vous l'avez, vous nous appelez. Voilà, on vous laisse écouter cela. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin de vous être prêté à cet exercice et puis de revenir, vous ou d'autres personnes du bureau de l'UPE 13, une fois par mois pour qu'on puisse ensemble parler économie. Mais écoutez, merci à vous de nous inviter et de nous faire parler d'économie pour vos auditeurs. Merci, très bonne journée à vous tous. Évidemment, on se retrouve lundi, puisque demain c'est le magazine en direct d'Israël Sababa, donc lundi matin 8h30 pour le journal régional. Steve, merci de m'avoir accompagné. Merci à vous tous pour votre fidélité. Et vous pouvez nous écouter de toute façon sur le net, www.radiojm.fr. Shabbat Shalom, très bon week-end à vous tous. À lundi. Radio JM 90.5 FM, votre partenaire efficace.